Je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous présente en effet les excuses de M. Brodin qui est occupé, qui m'a demandé de leur présenter aujourd'hui au cours de cette table ronde. La prise en charge de la radicalisation violente en milieu pénitentiaire constitue, vous vous en doutez, un enjeu de sécurité non seulement pour les personnels qui assurent au quotidien leur mission au sein de nos établissements pénitentiaires, mais aussi pour la société. Et autant dire que l'intérêt que l'administration porte à ces états généraux est très très fort. La réflexion proposée autour d'un partage d'expériences des différents travaux menés au sujet de la prévention et de la lutte contre la radicalisation ne peut qu'enrichir nos propres réflexions. Personne ne peut en effet se prévaloir de détenir la solution en matière de prévention de cette radicalisation violente. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas rester immobiles face à ce phénomène. Au gré des rencontres et des échanges internationaux que la direction de l'administration pénitentiaire mène avec nos homologues étrangers, ceux-ci nous soulignent régulièrement qu'il faut bien reconnaître que la France tente et qu'elle expérimente tout en sachant rester humble. C'est donc dans ce même état d'esprit, d'humilité, que je vais essayer de vous présenter un petit peu le plan de notre action d'expérimentation et de volontarisme de l'administration pénitentiaire que nous avons entrepris depuis 2015 dans le cadre d'un vaste plan de prévention et de prise en charge de la radicalisation violente, en mettant en œuvre des recherches-actions et en développant des dispositifs qui ne cessent encore aujourd'hui d'évoluer et de s'affiner. C'est donc avec beaucoup d'humilité que je vais vous efforcer de vous présenter tout cela. Alors pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'administration pénitentiaire, c'est non seulement des supports fonctions organisés en administration centrale et 10 directions interrégionales, mais également et surtout des professionnels de terrain qui œuvrent au quotidien dans les 188 établissements pénitentiaires, maisons d'arrêt, centres de détention et maisons centrales à vocation plus sécuritaire, et 103 services pénitentiaires d'insertion et de probation. À travers ces services, l'administration pénitentiaire a la lourde tâche d'assurer la surveillance en détention des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et de prévenir la récidive en favorisant leur réinsertion. L'institution pénitentiaire prend en charge 249 942 personnes placées sous main de justice, parmi lesquelles 70 714, il faut être précis, détenus, dans un contexte que nous connaissons tous de surpopulation, de suroccupation pénitentiaire. Parmi cette population, nous avons environ 2500 personnes qui sont suivies au titre de la radicalisation, pour entrer dans le cœur du sujet. 506 d'entre elles sont incarcérées pour des faits d'association de malfaiteurs en lien avec une organisation terroriste. Environ 180 sont suivies en milieu ouvert pour les mêmes faits. Nous avons un peu moins de 1000 personnes incarcérées pour des faits de droit commun, mais qui ont été repérées comme en voie de radicalisation ou radicalisées. Et enfin, 803 personnes en milieu ouvert, les moins de 1000 étant en milieu fermé. La population pénale hébergée dans nos établissements présente des vulnérabilités psychiques et sociales qui renforcent leur vulnérabilité au processus de radicalisation violente, et cela constitue une préoccupation majeure pour notre institution et nos professionnels, ainsi que les partenaires qui interviennent au sein de nos établissements. Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, l'administration pénitentiaire met en œuvre des moyens afin de prévenir le passage à l'acte violent en détention et en milieu ouvert. Nous avons pour ça en mémoire les événements de Dony, de Vendin et de Borgo un peu plus récemment, qui nécessitent de notre part une très grande vigilance. Œuvrer contre le processus de radicalisation en détention, préserver les personnes vulnérables et perméables aux discours extrémistes des contacts avec les idéologues prosélytes, j'y reviendrai, et établir des prises en charge adaptées au profil, favorisant l'esprit critique et le désengagement de la violence. La stratégie de l'administration pénitentiaire de repérage, d'évaluation et de prise en charge des détenus radicalisés, vous remarquerez que je ne parle pas de terroristes et de détenus de droit commun susceptibles d'être. Je parle de détenus radicalisés. Je pense qu'il faut gommer cette différence. C'est l'une des composantes majeures de la politique de prévention du terrorisme sur le territoire national. Elle repose sur 3 axes. Une sécurité dynamique articulant un système de détention et de prise en charge spécifique, quel que soit le régime de détention appliqué à l'intéressé,
Là, c'est un peu technique, mais on parle de quartier d'isolement, de quartier de prise en charge de la radicalisation et de quartier d'évaluation de la radicalisation. J'y reviendrai. La détection, le signalement et le suivi des personnes radicalisées à travers l'évaluation, donc en care ou en ambulatoire par les équipes locales. Je pense que la collègue qui intervient à Lille vous en parlera. Une évaluation de la dangerosité des individus ainsi que de leur imprégnation idéologique. Et enfin, la mise en œuvre d'une prise en charge adaptée en détention ordinaire, en quartier de prise en charge de la radicalisation ou en quartier d'évaluation, en fonction de l'évaluation pluridisciplinaire produite, incluant un fort volet de contre-discours et de réaffiliation. Je vais maintenant vous donner quelques précisions sur les quartiers spécifiques que l'administration pénitentiaire développe, c'est-à-dire les CAIR et les QPR. Au sein de ces quartiers exercent des équipes pluridisciplinaires composées de binômes de soutien, dont ma collègue pourra développer les fonctions, qui sont composées de psychologues et d'éducateurs, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des surveillants, des officiers, des directeurs de détention et des directeurs de probation. Ces équipes sont spécifiquement formées aux concepts clés de l'islam, aux questions actuelles de géopolitique, au processus de radicalisation et sont progressivement dotées d'outils spécifiques prenant en compte la spécificité de l'extrémisme violent. Les CAIR, les quartiers d'évaluation de la radicalisation violente, sont des quartiers accueillant pendant un cycle de 17 semaines des personnes incarcérées pour des faits de nature terroriste. Pour l'instant, nous n'évaluons dans nos quartiers que des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste. L'affectation au sein de ces CAIR vise une évaluation pluridisciplinaire pour chacune d'entre elles afin d'identifier un risque de passage à l'acte violent fondé sur un motif d'extrémisme religieux, de mesurer le niveau d'imprégnation idéologique et d'influence pour savoir quel est le risque de nuisance en détention ordinaire en termes de prosélytisme et de contrainte sur les autres détenus. Et ce sont ces mêmes principes qui dictent les évaluations conduites dans le cadre d'autres dispositifs, en premier lieu desquels les commissions pluridisciplinaires uniques que nous tenons en détention dans les établissements classiques. Les quartiers de prise en charge de la radicalisation, quant à eux, accueillent des personnes incarcérées pour des faits de nature terroriste, ancrées dans un processus de radicalisation violente, présentant une forte imprégnation idéologique et une volonté prosélyte, mais que nous considérons accessible à une prise en charge. La prise en charge au sein de ces quartiers de prise en charge de la radicalisation est toujours pluridisciplinaire, principalement individuelle, mais les actions collectives peuvent être mises en place en opportunité. Il s'agit d'une prise en charge renforcée, particulièrement axée sur un parcours de contre-discours visant le désengagement idéologique. Nous parlons bien ici de prise en charge au sens pénitentiaire et non de traitement au sens médical ou de soins, qui n'est bien évidemment pas le champ de compétences de l'administration pénitentiaire. Au milieu carcéral, l'ensemble des services publics, santé, éducation, et j'en oublie, interviennent auprès de ce même public dans un espace contraint, chacun dans son champ de compétences et avec ses missions propres. L'articulation et la collaboration entre les services est essentielle afin d'assurer la cohérence et l'accompagnement de nos publics. L'administration pénitentiaire est dans une dynamique d'actualisation permanente de ses stratégies et de ses pratiques en fonction de l'évolution des savoirs produits en interne par les recherches et en externe par les autres institutions, ainsi que par les travaux européens et internationaux. À ce titre, nous souhaitons favoriser la mutualisation des savoirs et des expériences. Oui, tout à fait, oui. 8 minutes. Oh, bah, parfait. Autant dire que ces états généraux permettent pour nous, pour l'administration pénitentiaire, un état des lieux des savoirs et des pratiques, et l'administration pénitentiaire, évidemment, ne peut y porter qu'un intérêt, et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord, pour participer à la production de ces savoirs, plusieurs de nos professionnels sont ici représentés aujourd'hui, également en tant qu'intervenants d'ailleurs, et de favoriser le déploiement de dispositifs avec des partenaires, car évidemment, plus nous mutualisons nos savoirs sur cette thématique très très sensible et très compliquée en fait à appréhender, plus nous avons de chances de trouver des dispositifs qui soient les plus adaptés à nos publics. Plusieurs de nos partenaires sont ici pour présenter leur retour d'expérience et les dispositifs qu'ils ont mis en œuvre, entre autres avec nos publics. Ensuite, le deuxième point d'intérêt que nous y voyons, c'est une mise en commun des savoirs que ces états généraux de la psychiatrie vont permettre et bénéficier par la présence de nos professionnels des connaissances qui se développent en dehors des compétences et du champ pénitentiaire. Politistes, juristes, psychiatres,
psychologues, chercheurs. La richesse du programme parle en elle-même. Enfin, pour connaître le cadre de référence des institutions partenaires, tout particulièrement les unités sanitaires, toujours dans une perspective de faciliter l'articulation des acteurs intervenant auprès des publics sous main de justice. Cette attention que nous portons à ces journées s'inscrit dans la volonté d'améliorer la prise en charge de nos publics, de favoriser les dynamiques interinstitutionnelles et la pluridisciplinarité, tout en garantissant évidemment le cadre d'intervention de chacun et la distinction des missions pénitentiaires, des missions sanitaires et de soins. Il s'agit de penser l'articulation et la collaboration des services dans l'intérêt du public pris en charge, détenu ou placé sous main de justice en milieu ouvert et patient pour les autres. Eh bien, merci beaucoup.